Bonjour à tous, nous avons le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora, notre newsletter dédié à l'économie et à la finance. Et nous sommes ravis d'accueillir Idriss Aberkane, enseignant, conférencier et éditorialiste dont les sujets de prédilection varient de l'économie à la géopolitique ou encore à la philosophie. Merci beaucoup Idriss d'être avec nous. Alors, on va donner rendez-vous aujourd'hui pour faire le point sur l'actualité géopolitique qui a été particulièrement dense en 2024. La guerre en Ukraine s'est intensifiée, le conflit entre le Hamas et Israël a ravivé les tensions au Proche-Orient, et on assiste globalement à une tendance vers la multipolarité et un retour du protectionnisme dans certains pays comme les États-Unis. Alors Idriss, comment est-ce que vous interprétez ces évolutions et est-ce qu'on est en train finalement d'assister à l'échec du mondialisme? Alors, ouais, merci de l'accueil, Marie-Constance, et je suis très honoré d'être sur l'émission d'Agora avec Philippe. Ouais, on est dans un événement vraiment historique parce qu'on a cette accélération déjà d'événements. Enfin, c'est une passation de pouvoir entre l'administration Trump et l'administration Biden qui est peut-être la plus violente depuis, je dirais, Carter-Reagan, donc 80, 81, si je ne me gourre pas, ouais, 77, Carter est élu, 81, Reagan est élu, et ils se sont fait à l'époque, dans la passation de pouvoir Carter-Reagan, ils s'étaient fait à peu près tous les coups fourrés possibles et imaginables, quoi. Reagan avait par exemple délibérément ralenti la libération des otages américains dans l'ambassade en Iran pour pas donner d'arguments électoraux à son adversaire. C'est quand même dégueulasse comme pratique quand on réfléchit bien. Et ça avait été fait, on a les preuves que ça a été fait, et ça a quand même permis à Reagan d'être élu, et en plus deux mandats d'affilée. Là, c'est plutôt le contraire, c'est l'administration sortante qui est en train de savonner la planche de l'administration entrante. Et ça s'est vu donc en Syrie, où on sait, d'ailleurs c'est même le Los Angeles Times qui avait publié que, je cite, c'était un titre assez magique, en Syrie, des milices armées par le Pentagone affrontent des milices armées par la CIA. C'est un vrai titre, c'est pas le Gorafi, c'est un vrai titre du Los Angeles Times en 2016. Donc, on sait que les Américains ont financé à peu près tous les camps, sauf bien sûr Bachar el-Assad en Syrie, avec une doctrine géopolitique qui s'appelle Rebels cause no trouble, donc les gravats ne causent pas de tracas en français. En gros, c'est mieux de laisser un pays en état complètement failli que de le laisser s'organiser quand il est trop stratégique. Et pour la Syrie, c'est ça qui s'est passé. Donc, ça crée en effet un contexte géopolitique très très instable. Sans doute le pire est passé en Syrie, encore que hein, le cas libyen nous laisse présager et augurer du pire. Et puis donc, en Ukraine, on va en reparler. Là, tout dernièrement, le gros événement majeur, c'est l'assassinat terroriste du général Kirillov, qui était donc le grand spécialiste des armes de destruction massive en Russie, en particulier radiologiques et biologiques. Et Kirillov avait des informations, alors bien sûr il les avait partagées avec son équipe, mais c'était le grand spécialiste des fameux biolabs en Ukraine qui avaient été présentés comme des théories du complot par une certaine presse dans les années 2020, 2000 jusqu'à 2023, et qui ont été démontrés comme authentiques par le New York Times, entre autres. Le New York Times a dit oui, il y avait bien des biolabs en Ukraine. Et d'ailleurs, on a vu ce damage control, c'est-à-dire de les présenter comme des biolabs, sous-entendu, je sais pas, pour l'abruti moyen qui lit la presse sans trop rentrer dans le détail, qui la lit superficiellement. Biolab, ça veut dire quoi? Ça veut dire un laboratoire d'analyse, ils font des tests HIV, ils donnent les hormones, les hormones hépatiques. Non, non, biolab, ça veut dire un centre de fabrication d'armes de destruction massive, c'est ça que ça veut dire. Et donc l'Ukraine avait des armes de destruction massive. Donc nous voilà bien avancés de savoir ça. Donc, en effet, c'est une période extrêmement dangereuse, mais mon sentiment personnel, c'est que le pire est passé. Alors Philippe, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que le pire est derrière nous? Quand le pire soit passé, c'est toujours très difficile de se prononcer quand on constate qu'on a juste commencé. Vous voyez, l'échiquier était un petit peu bloqué, les deux joueurs réfléchissaient, puis d'un seul coup, le premier qui bouge une pièce et ça déroule. On échange les reines, on échange les tours, on échange les cavaliers. Là, les pièces viennent juste de commencer à bouger en Syrie. Donc, la Syrie, c'est un pays composite qui avait tout juste un siècle d'existence, hein, puisque en fait, les frontières de la Syrie ont été dessinées lors de l'accord Sykes-Picot, après que l'Empire ottoman ait été démantelé en 1919. Il faut se souvenir que la France, d'ailleurs, administrait une partie de la Syrie et le Liban. Bon, là, on est complètement sorti de l'histoire, mais ça, on y reviendra peut-être dans le cadre de l'analyse un petit peu de la situation de la France sur le plan géopolitique. Donc pour en revenir en fait à la Syrie, c'était un espace
assez composite, aussi bien sur le plan ethnique, avec des Kurdes, avec des sunnites et des chiites dans la partie nord-est. Il y avait donc des alaouites, des chrétiens, des druzes. C'était aussi une mosaïque confessionnelle, et c'était un pays qui n'avait aucune forme de cohérence. Voilà, on avait réuni dans un même espace tracé avec à la planche à dessin, on a réuni des gens qui n'avaient pas grand-chose pour s'entendre. Bon, Hafez el-Assad, puis Bachar el-Assad avaient plus ou moins réussi à unifier le pays comme on sait faire au Proche-Orient, c'est-à-dire que vous avez un dictateur qui fait de la dictature, mais il faut dire que les voisins font exactement pareil. Les Turcs, c'est pas des enfants de cœur, les Arméniens en savent quelque chose. L'Irak, on voit ce qu'il est advenu depuis 2003, et Bachar el-Assad tentait quelque part d'empêcher son pays de se fragmenter, mais je dirais que c'est même pas le modèle irakien, effectivement, qui menaçait, c'était le modèle libyen. Bah, qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de dire et d'affirmer que c'est qu'on va échapper à un scénario à la libyenne? Alors, l'espoir, ça serait finalement que l'Arabie Saoudite et le Qatar s'entendent. Le Qatar, qui est, à mon avis, quand même, à la base de la guerre en Syrie à partir de 2011, puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe à l'époque? Le Qatar, qui exploite une partie du grand gisement gazier du Golfe Persique, c'est le gisement South Pars, que se partagent le Qatar et l'Iran. Et le Qatar voulait faire passer donc un grand gazoduc à travers une partie de l'Irak, la Syrie, qui débouchait en Turquie, tandis que l'Iran avait un autre projet avec Bachar el-Assad, qui était de faire passer ce même gazoduc, mais depuis le Golfe Persique, côté Iran, à travers l'Irak, la Syrie, et qui débouchait en Méditerranée, non loin du port de Tartous. Et là, ça a déclenché tout un pataquès, puisque, en fait, ce gazoduc Qatar-Turquie rentrait en concurrence avec un gazoduc russe qui, lui, passe en mer Noire et alimente le sud de l'Europe. Les Russes risquaient de se voir concurrencés par le gazoduc irano-syrien. Et comme par hasard, quelques semaines seulement après que Bachar el-Assad ait répondu non aux Qataris, eh bien, de l'agitation a commencé à se manifester, des opposants à Bachar. L'Arabie saoudite s'en est mêlée, et très rapidement également la Turquie. On l'a vu à partir de 2012-2013, Bachar el-Assad ne contrôlait plus que 15 ou 16% de la surface du pays. La Turquie on contrôlait pratiquement 20, l'État islamique une quinzaine de pourcents à l'est, et l'Arabie saoudite qui alimentait également la rébellion sunnite dans le sud du pays. Bref, il est en train de se repasser ce qui s'est passé en 2012. La Turquie essaye de s'emparer, bon, du Kurdistan syrien, ça c'est une vieille histoire. La vallée de l'Euphrate, bon, parce que pour des raisons de production agricole, d'indépendance alimentaire, ça pouvait jouer, mais ça c'était plutôt au siècle dernier. Aujourd'hui, qu'est-ce que vise la Syrie en réalité? C'est de s'emparer d'une frange côtière de la Syrie, probablement de la frontière turque jusqu'à Tartous, parce que quand vous emparez d'une zone côtière, eh bien, vous avez les eaux territoriales qui vont avec. Vous agrandissez votre espace maritime. Et il se trouve que dans cet espace maritime, au large des côtes syriennes ou des côtes chypriotes, et justement la partie turque de Chypre permet de contrôler une grande partie des eaux de la Méditerranée, il se trouve qu'il y a du gaz. Donc vous voyez, les Turcs vont peut-être réussir à remettre sur pied le projet qataro-turc, enfin, et dans le même temps exploiter pour leur propre compte le gaz qui se trouve au large, mais au large
d'une partie de la Syrie qu'ils ne possèdent pas encore. Et puis, bien sûr, au sud, vous avez Israël qui vient de s'emparer du mont Hermon, c'est-à-dire en fait quelque part de la tour de contrôle de au moins 30 ou 40% du territoire syrien. Les Israéliens donc possèdent non seulement le château d'eau de l'Israël et de la Syrie, mais également une position hautement stratégique qu'ils ne vont évidemment jamais lâcher. Donc aujourd'hui, la mouvance sunnite, je pense qu'elle reste très très salafiste, HTS, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir contrôler de la Syrie? Qu'est-ce qui va en rester? Parce qu'en fait, les Turcs, à travers le Kurdistan syrien, vont probablement s'en aller aussi contrôler une partie des champs pétrolifères que les Américains exploitent actuellement. Hein. C'est une compagnie américaine qui s'appelle Crescent Energy qui exploite le pétrole syrien, et ça, comme on dit, aux yeux et à la barbe de Bachar el-Assad, ce qui privait d'ailleurs le régime de Bachar de pratiquement 25% de ses ressources et de ses revenus. Donc le régime de Bachar n'avait plus d'argent pour payer son armée, sa police, ses services secrets, etc. Donc la Turquie a un très très gros intérêt aujourd'hui en Syrie, reprendre possession ou prendre possession des champs pétrolifères du Kurdistan, une bande côtière qui leur donnerait beaucoup plus de droits d'exploration offshore pour le gaz et le rétablissement du gazoduc qataro-turc. Donc on voit qu'une nouvelle fois, c'est une guerre de l'énergie une nouvelle fois, et toute l'histoire de la Syrie, c'est ça. Après, bah, les populations, ce sont toujours les victimes, hein, les minorités chrétiennes, kurdes, druzes, tout ce que vous voulez. Ceux-là, on s'en fiche, mais absolument, complètement. Et qui est aujourd'hui impliqué? Eh bien, vous avez la Turquie, la Russie, évidemment, parce que ce gazoduc, s'il arrive en Turquie, ça va concurrencer le gazoduc sud de la Russie. Et vous aurez également les Américains qui vont devoir certainement négocier quelque chose avec l'Arabie saoudite parce que le gazoduc qatari, il va bien falloir qu'on s'entende pour pas qu'il soit dynamité ni en Irak ni en Syrie. Il n'y a rien de plus facile que de dynamiter un gazoduc ou d'exiger une rançon pour que le gaz continue de circuler. Voilà, donc trois pays donc impliqués, Turquie, Russie et États-Unis. Et pour la partie vraiment sud de la Syrie, donc Israël qui s'étend vers le nord et qui entoure en quelque sorte le Liban, ce qui fait que le Liban aujourd'hui ne peut plus recevoir d'aide du Hezbollah. Donc le Hezbollah va être éjecté évidemment du Liban où son influence considérablement réduite. Et dans tout ça, eh bien, la France, qui était le protecteur du Liban, est complètement sorti de l'histoire. Et ce qui est le plus drôle, c'est que le Qatar était en fait le grand allié de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, le Qatar n'en a plus rien à faire de la France. Et qu'est-ce que ça implique donc pour la Russie concrètement aujourd'hui, ces grands changements? Bah, la Russie va essayer de négocier de conserver sa base aérienne de l'Ataquié, son port de Tartous, puisque c'est sa seule base sur la Méditerranée, alors que les Américains en ont des dizaines, Sicile, sud de l'Italie, et bien sûr la grande base aérienne de la Turquie. Hein, sur lequel d'ailleurs enfin, ils y stationnent potentiellement des missiles nucléaires. Hein. La Turquie fait partie de l'OTAN et donc les États-Unis y ont une de leurs principales bases en Méditerranée. Donc les Russes vont essayer de conserver au moins leur port et leur base aérienne. À la limite, les leaders de HTS ont tout à fait intérêt à ce que les Russes restent là, parce que si les Russes ne sont plus là, ils savent que les Turcs peuvent leur faire la peau en une semaine et les Israéliens peuvent descendre du Golan vers Damas et aussi les liquider comme bon leur semble. Donc je dirais que c'est peut-être une petite preuve d'intelligence d'HTS de ne pas jeter les Russes à la mer, parce qu'à ce moment-là, ils savent qu'ils seraient complètement livrés aux ambitions turques et américaines.
Donc, globalement, les États-Unis sont les grands gagnants du renversement politique en Syrie. Oui, c'est une double victoire, enfin même une triple victoire. Donc Israël, bon, le Golan, les États-Unis et son allié saoudien gardent une position très forte. Et bien sûr, moi je pense que le grand gagnant, c'est la Turquie, hein. Je pense que c'est la Turquie. Si jamais avec le Qatar, ils arrivent effectivement à relancer le gazoduc. Et concrètement, qu'est-ce que ça implique pour la Russie? Alors, je pense que je vais laisser répondre Idriss parce que je l'ai déjà vu interviewer pas mal de gens qui ont traité du sujet, donc je pense il est aussi bien ou mieux placé que moi pour répondre. Non, mais il n'y a pas de souci, et c'est très bien résumé par Philippe, notamment la clarté d'expliquer que le mont Hermon, c'est la tour de contrôle de la région, c'est exact, hein, c'était l'obstacle radar principal pour Israël pendant toutes les guerres précédentes. Quand les Syriens faisaient des attaques aériennes sur Israël, ils se cachaient dans l'ombre radar du mont Hermon, donc c'est une victoire colossale pour Netanyahou. Et en fait, ce qui s'est passé, avant de parler du Donbass, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la Syrie s'est bouffé un scénario à la polonaise. Elle a été coupée en deux, alors en trois maintenant, mais il y a eu une sorte de pacte germano-soviétique, pour simplifier, entre la Turquie et Israël, qui sont quand même des ennemis réels, et qui se sont partagés la Syrie tranquillement en laissant un cœur mou au centre, qui va devoir, comme l'a très bien expliqué Philippe, sa survie aux Russes, qui étaient pourtant ses ennemis et qu'ils ont tués, parfois même torturés. C'est tout le côté réel politique de cette affaire. Maintenant, concernant le Donbass, donc juste pour reprendre le point où je disais que selon moi le pire était passé, bah, c'est qu'en effet, il y a tellement un gagnant clair. En Syrie, il y a eu un gagnant, un perdant. C'est limpide, quoi. Et les gagnants, ça a été donc la Turquie et Israël, et les perdants, c'est les Russes. Enfin, bien sûr, Bachar el-Assad, mais les Russes, qui en plus, pour le dollar, c'est très bon ce qui vient de se passer, parce que pendant des années, là, on se disait, regardez, les BRICS, ils sont inarrêtables pour protéger des chefs d'État qui voudraient sortir de l'étalon dollar. Ils sont inarrêtables, ils sont crédibles pour protéger Mohamed Ben Salman, par exemple, si jamais il décide demain de faire des contrats en renminbi ou en rouble. Et là, maintenant, bon, bah non, le symbole de cette protection russe, c'était Bachar el-Assad et les Russes l'ont lâché. Donc, le dollar vient de gagner peut-être 10 ans d'équilibrage et Trump s'est enfoncé dans la brèche juste derrière, parce que mine de rien, l'administration précédente lui savonne la planche. Mais en fait, Trump s'en sert déjà, puisqu'il vient d'annoncer au BRICS, si vous créez une monnaie de réserve internationale, je pense qu'on va en reparler, eh ben nous, on vous mettra 100% de tarifs douaniers dans la gueule si vous voulez accéder au marché américain, qui reste le marché le plus intéressant du monde aujourd'hui. Donc, étrangement, il y a eu un passage de relais. En fait, on a eu un mélange entre savonnage de planche et passage de relais. Trump a réussi à exploiter ce que l'administration précédente vient de faire en Syrie, parce que pour lui, ça lui donne du répit pour le dollar. Et puis un répit très sérieux, hein, parce que le gazoduc Qatar-Turquie, ça va être du gaz coté en dollars, tout ça, hein. Donc et la Turquie n'est pas membre des BRICS, et le Qatar encore moins. Maintenant, pour ce qui est du Donbass, bah, là, on en revient justement à la situation entre qui a gagné en Syrie. Israël selon moi, dans l'ensemble, plus gagné que les Turcs parce qu'Israël, ils ont une nuance, c'est que quand ils chopent un territoire, ils ne le rendent pas. Il n'y a pas de scénario où ils vont le rendre. Alors, il y a des exceptions, hein. Ils avaient chopé le Sinaï et Golda Meir, dans les années 70, avait restitué le Sinaï. Et ça lui avait valu d'être traité de traîtresse par l'extrême droite israélienne, qui avait dit que c'était même bibliquement, enfin, c'était une rébellion contre Dieu, limite, de restituer le Sinaï, alors que c'était pour des raisons purement géopolitiques. Mais là, maintenant que c'est Netanyahou aux manettes, avec son administration quasi théocratique, lui, il va rien rendre, parce que lui, il fait pas ça seulement pour la géopolitique et la tour de contrôle du Mont Hermon, il y a un côté messianique, il y a un côté biblique assumé, c'est un destin, comme la destinée manifeste américaine. Et dans cette interprétation-là, il n'y a pas la moindre chance que une administration de droite ou de centre droit en Israël rende jamais le Golan. Alors qu'en Turquie, on ne sait pas trop ce qui peut se passer avec le Kurdistan, à la faveur de situations plus compliquées. Bon. Maintenant, bah, les Russes vont faire pareil avec le Donbass. C'est la bonne vieille méthode Khrouchtchev, qui était pourtant, selon Poutine, c'est ses termes à lui, hein, l'idiot qui a donné la Crimée à l'Ukraine. Je rappelle que la Crimée était à la Russie et que c'est un cadeau de Khrouchtchev à l'Ukraine, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Eh ben, l'idiot qui a donné la Crimée à l'Ukraine, il avait aussi un dicton en négociation, ce qui est à moi et ce qui est à toi est négociable. Et là, les Russes, ils sont dans ce mood-là, hein. Le Donbass, ils l'ont pris. Il n'y a pas la moindre raison qu'ils le perdent. C'est pas les 500 km². Donc 500 km², pour vous donner une idée, c'est quelque chose comme un quatorzième du Loiret. Allez, vous êtes un onzième ou un quatorzième du Loiret. Je suis né dans le Loiret, c'est Pithiviers. C'est un charmant endroit. Ça te fait sourire, Marie-Constance, mais ça prouve à quel point c'est petit, en fait. Et donc, par rapport au territoire russe, les Ukrainiens tiennent
allez, un onzième du Loiret. Donc c'est pas sérieux, ils vont jamais échanger ça contre le Donbass malgré toutes les conneries qui ont été écrites par la BBC ou autres en disant la BBC a écrit l'offensive de Koursk, ils parlaient déjà de Koursk, non c'est Soudja, ils ne sont jamais approchés sérieusement de Koursk. L'offensive de Soudja va forcer les Russes à négocier. Mais comment ça? Enfin, une écorchure de un onzième du Loiret sur le plus grand pays du monde qui fait 17 millions de kilomètres carrés, ça va les forcer à négocier, d'accord. Donc là les Russes ont toutes les cartes en main en Ukraine. La seule chose qu'aurait pu en effet les poser des problèmes, ça aurait été une vraie grosse dinguerie ukrainienne, des troupes de l'OTAN déployées en Ukraine qui se retrouvent face aux Russes, enfin, ou des armes de destruction massive, ou une bombe sale, enfin, toutes les pires dingueries ont été évoquées, et le choix de la poche de Souja n'était pas un hasard parce que il y avait la centrale de Koursk derrière, et en effet, les Ukrainiens avaient comme ambition de s'emparer de la centrale de Koursk pour faire un chantage nucléaire à la Russie, ce qui est quand même complètement dingue quand on réfléchit bien avec le traumatisme de l'Union soviétique, hein, de la centrale de Pripyat, Tchernobyl. Bon, maintenant, les Ukrainiens peuvent pas faire ça. Chaque jour qui passe réduit leurs chances de pouvoir faire ça. Quand Trump sera aux commandes, ils auront vraiment plus aucune marge de manœuvre. Et Trump a l'air d'en avoir absolument rien à foutre de passer pour le méchant en Ukraine. De dire oui, je lâche les Ukrainiens, je leur lâche les armes. C'était une analyse sérieuse et très intelligente de la part d'Alexandre Robert sur la chaîne History Legends, hein, que je recommande, qui est une très bonne chaîne sur l'Ukraine où il expliquait bien que quand même un problème politique pour Trump, c'était de passer pour le méchant en Ukraine. Mais il a donné pour l'instant tous les signes du fait qu'il en avait rien à foutre. Et à partir du moment où il en a rien à foutre, bah ça y est, les Russes, ils vont récupérer tout ce qu'ils peuvent récupérer. Et ça renvoie au discours de Poutine, là, tout récemment, je crois que c'était il y a une semaine, où il a dit on progresse sur tous les fronts, on a l'initiative sur la totalité du front, du nord au sud, au Donbass, et donc en Zaporojie. Et on ne fait qu'avancer. Et c'est vrai qu'ils font qu'avancer, ils vont attraper Pokrovsk, etc. Maintenant, est-ce qu'ils vont choper Slaviansk et Kramatorsk, qui sont les deux villes centrales pour contrôler le Donbass et qui sont vraiment les symboles? Parce que c'est vrai qu'en soi, que les Russes n'aient pas encore chopé Slaviansk et Kramatorsk, c'est étonnant. Et Kupiansk aussi. Est-ce qu'ils vont les avoir avant une trêve? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils font tout pour. Donc l'Union européenne est encore une fois le grand perdant de la guerre en Ukraine. Là, ça va nous amener à évoquer d'autres dimensions qui sont connexes ou induites par le conflit ukrainien. Donc on a compris que de toute façon, même si les Ukrainiens, les forces ukrainiennes parviennent à sauver Kupiansk et Kramatorsk, ce qui va être de plus en plus compliqué parce que il y a des forces qui ont quitté la Syrie, des forces russes, et qui vont pouvoir éventuellement venir en appui et alimenter le rouleau compresseur dont parlait Idriss. Donc là, c'est une force inarrêtable, hein. Et quant à la poche que contrôlent encore les Ukrainiens à l'ouest de Koursk, moi, ça me rappelle ce dicton. C'est facile d'entrer en Russie avec des troupes, c'est très très difficile d'en ressortir vivant. Donc, il se pourrait très très bien d'ailleurs que des troupes ukrainiennes, et ce sont d'ailleurs pratiquement l'élite qui ont été envoyées pour cette opération qui était vraiment décisive, si eux sont encerclés ou fait prisonniers, là on va dire que Poutine aura vraiment toutes les cartes en main pour négocier avec Kiev ou ceux qui vont probablement succéder à Zelensky, parce que j'imagine mal qu'ils survivent au lâchage de Trump. Euh, donc, les aspects qu'il faut donc maintenant commencer à envisager, c'est le conflit s'arrête en Ukraine. Euh, la reconstruction, bah, c'est BlackRock et JP Morgan qui l'ont préempté. Ils ne s'en sont pas cachés. Ils ont dit c'est nous qui reconstruirons, c'est nous qui financerons la reconstruction avec des entreprises américaines dont ils sont les principaux actionnaires. Donc, c'est vraiment que du gagnant-gagnant. Et comme le complexe militaro-industriel américain va pas être totalement satisfait que la guerre s'arrête en Ukraine, bon, bah, quelque part, ça les gêne pas trop parce que l'Ukraine n'a plus les moyens de payer les armes. Donc, il y a un moment où, si vous n'êtes pas payé, vous ne fournissez plus. Donc, l'idée, et avec Trump, il a toujours défendu la même, c'est si vous voulez le parapluie de l'OTAN, eh ben, il va falloir payer le parapluie de l'OTAN. Le seau dans lequel on met le parapluie quand il est mouillé, etc. Euh, Autrement dit, les Européens vont quand même être obligés, même s'ils ne soutiennent plus la guerre en Ukraine, puisque cette guerre s'arrête, ils vont quand même être obligés de financer eux-mêmes leur défense.
Alors, le coup de génie, évidemment, de l'OTAN, ça a été de nommer Mark Rutte, l'ancien Premier ministre néerlandais, le seul dirigeant européen qui, à ma connaissance, a fait tirer sur son peuple à balles réelles. Bon, Macron a beaucoup éborgné, mais Rutte a fait tuer. Et lui, il n'arrête pas de brandir la menace russe, hein. Alors, je parlais du rouleau compresseur russe qui est quasiment inexorable. Pour l'instant, ils avancent vers la rive est du Dniepr. Mais enfin, ils y sont pas encore partout. Et on va nous expliquer après que au bout de 2 ans et demi, ils ont réussi à progresser de 50 kilomètres dans le territoire ukrainien, mais que la vraie menace, c'est que les chars russes se retrouvent porte de Brandebourg dans 3 mois et sur les Champs-Élysées dans 6 mois. Mais le gars, il défend ce discours. Et ce qui est merveilleux, c'est que von der Leyen est absolument sur la même longueur d'onde. Donc quand ces gens-là vont nous dire, il y a une menace russe terrible, regardez, ils arrêtent la guerre en Ukraine, mais ils préparent la prochaine guerre où ils vont envahir les pays baltes, la Finlande, la Pologne et on ne sait pas quoi. Et nous, le contribuable européen, on va payer. Et Trump va dire, mais vous avez intérêt à le faire parce que c'est pas nous qui allons laisser tous nos chars à Ramstein ou sur la nouvelle base en Roumanie. Si vous voulez être protégé, maintenant, il va falloir que ça soit vous qui financiez tout ça. Et ça sera en grande partie avec du matériel américain, même si Rheinmetall va continuer de fournir beaucoup de blindés à l'Europe. Voilà, c'est quand même pas, c'est pas, ça peut pas suffire. Aujourd'hui, on sait que la guerre, c'est une guerre des drones, et là, il va falloir qu'on se dote de toute façon de cette nouvelle, de ce nouveau volet quelque part, hein. On avait les troupes terrestres, on avait la Navy, on avait les troupes aéroportées, etc. Et aujourd'hui, il va falloir, en plus de ça, une section drone. Donc ça, c'est à créer. Et ça, c'est sûr, on va le faire, on va le payer, on va le financer. Et on va tellement le financer, c'est qu'on nous l'annonce déjà, on nous le dit déjà clairement. Grand emprunt européen de 500 milliards qui aura en grande partie vocation à financer la reconstitution de nos capacités de créer des armes, bien sûr défensives, hein, ça ne sera jamais offensif, hein, comme vous le savez. Et ce plan de 500 milliards n'est qu'en fait le reboot de l'autre plan de grand emprunt pan-européen, dont on nous expliquait que ça servirait essentiellement à financer des entreprises d'avenir, qu'il fallait que nous aussi on soit un acteur significatif dans l'IA, mais que ça financerait également des entreprises d'armement. Bon, bah maintenant c'est clair. La guerre en Ukraine s'arrêtera probablement d'ici février. Et nous, on va peut-être lancer ce grand emprunt, amis épargnants, préparez-vous, et qui lui va servir essentiellement pas à développer de l'IA, mais à développer des tas de choses, donc augmenter la cadence de production des canons César, augmenter la production des chars Léopard et les missiles air-sol, etc. Voilà ce qui se dessine pour nous. Et puis l'autre aspect, et je vais laisser la parole à Idriss, c'est que là aujourd'hui, BlackRock a énormément de billes en Ukraine, et j'imagine que BlackRock s'apprête certainement à en perdre certaines, mais va probablement vouloir négocier. Je ne sais pas si Trump va les y aider à quand même à perdre le moins de plumes dans ce qu'ils détiennent déjà en Ukraine, donc je pense probablement 30% des terres agricoles, et ce qui les intéresse aussi, et beaucoup les Américains, c'est pour ça qu'il faudra bien une paix négociée, c'est qu'il y a aussi en Ukraine des terres rares. Et aujourd'hui, les Chinois en ont le monopole. Mais le problème, c'est que l'essentiel des terres noires sont dans le Donbass quand même, hein, je précise. Voilà. Donc, il y a donc l'aspect, l'Europe doit maintenant payer sa propre protection. Il y a le grand emprunt européen. Et puis il y a BlackRock qui aujourd'hui va être, c'est même plus un poisson dans l'eau en Ukraine. BlackRock est chez lui en Ukraine. Donc, en plus de tout ça, on va avoir l'augmentation des droits de douane américains et une guerre commerciale qui va s'intensifier avec la Chine. Donc, ça va forcément affaiblir davantage l'Union européenne. Oui, parce que là, alors là, c'est une question hyper simple. Dans une guerre commerciale Europe-États-Unis, Trump a toutes les cartes en main.
Et en plus, ça se voit, c'est-à-dire que Trump, il s'est attaqué directement à ses plus gros concurrents commerciaux. Enfin, il s'est attaqué directement, il a entamé les bras de fer commerciaux les plus durs, à savoir la Chine. Donc, à partir du moment où il pense, alors soit il bluffe, hein, il y a toutes ces questions-là, bien sûr, en égo, hein, mais je veux dire, c'est pas comme une sorte de compétition de bras de fer où il attaque avec les petits bras d'abord et il termine sur les gros bras. Trump, il a commencé avec les gros bras, direct, hein, à savoir les BRICS dans leur intégralité. Même les BRICS dans l'optique qu'ils aient une sorte de front commun, quoi, hein, avec le sommet de Kazan, etc. Donc, dans l'ordre, ça nous donne, allez, Chine, Inde, ouais, Chine, Inde, Brésil. Parce que la Russie, bon, ça y est, ils sont sous sanctions et tout, ils exportent rien vers les États-Unis de toute façon, donc il y a pas de bras de fer commercial avec eux. Mais euh, Chine, Inde et Brésil, ouais. Et la Chine, c'est exponentiellement plus gros comme bras que l'Inde dans une guerre commerciale avec les States. Donc le type arrive, il menace direct la Chine de 100% de tarifs douaniers dans la tronche, et la Chine dit, nous on va faire un embargo sur les terres rares. Comme l'a expliqué Philippe, il y a des terres rares en Ukraine. Et il y a les deux, il a fait un lapsus très intéressant, les terres rares et les terres noires. Et il y a les deux en Ukraine. Bien sûr, si BlackRock perd un peu de terre noire, c'est moins grave que s'ils perdent les terres rares. Le problème, c'est qu'en effet, les terres rares, elles sont dans le Donbass, elles sont proches des gisements de charbon, elles sont proches. Pas pour rien que la Chine a beaucoup de terres rares, hein. C'est souvent colocalisé avec certains gisements de charbon historiques. Et donc, ou en tout cas, relativement proche géologiquement, sans trop caricaturer. Donc, on se retrouve avec la seule pression chinoise. Les Américains auraient pu, en effet, s'en émanciper si l'Ukraine avait rejoint disons, l'économie américaine, ce qui était en bonne voie avec, bien sûr, avec BlackRock. Bon, il y a aussi du titane, il y a de l'uranium, enfin, il y a tellement de trucs en Ukraine. Il y aurait de quoi payer toute la dette américaine en Ukraine, hein. C'est aussi, il faut reprendre les choses dans l'ordre. Il y aurait de quoi payer une majorité de la dette américaine si, comme par magie, on pouvait mettre toutes les ressources géologiques de l'Ukraine sur la table. Il y aurait de quoi payer une énorme partie, voire la totalité de la dette américaine. C'est un truc de dingue, hein. Quand on voit par exemple que l'Ouganda a annoncé plusieurs trillions de réserves d'or, un petit pays comme l'Ouganda, ou le Salvador c'était plutôt des milliards, hein, c'est pas au niveau d'une dette nationale, mais on voit que c'est des variables d'ajustement très importantes. Maintenant, pour résumer, si Trump est confiant qu'il peut gagner un bras de fer commercial avec la Chine, bon, en gros, dans la métaphore du bras de fer, il faudrait que l'Inde, l'Europe et toute l'Union européenne et le Brésil pousse en même temps pour que ça commence à avoir un effet, quoi. Donc l'Europe va se faire plier en deux dans un bras de fer commercial avec Trump. Il n'y a aucun moyen de reverser la tendance, Philippe. On n'a pas, alors, je dirais, on n'a pas on n'a pas le dollar. Ouais, C'est, simple. voilà, on a une planche à billets qui est bridée de tous les côtés, et même si on décidait de l'actionner un petit peu à la Draghi, hein, nos créanciers nous demanderaient, mais c'est gagé sur quoi, là, les bifetons que vous créez? C'est tout le problème. Et si on avait, nous, des positions fortes en Ukraine, et qu'on se disait, bon, l'Ukraine, ça nous a coûté cher, ça nous a déjà coûté plus de 100 milliards aux contribuables français. Il faut rappeler quand même que le PIB de l'Ukraine avant le début de la guerre, c'était seulement 170 milliards de nos euros. Donc on a déjà financé quasiment une année de PIB. Et et tout ça pour constater que c'est BlackRock qui Mm. va bénéficier pratiquement de tous les contrats de reconstruction. Bon, alors on voit bien que Bouygues, avec TF1 et LCI, espère aussi un petit quelque chose en étant un soutien indéfectible. Bon, peut-être que Bouygues aura le droit de reconstruire un barrage, deux, trois viaducs, etc. Enfin, l'essentiel, c'est quand même BlackRock qui va en bénéficier. Alors, je dirais que l'Europe aurait toutes ces chances si effectivement l'Ukraine, avec laquelle nous avons des frontières, allait se ravitailler en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie, etc. Mais on sait que ça ne sera pas le cas. Et l'Europe perd non seulement pratiquement tous ses bras de fer commerciaux, mais en plus de ça, est en train de perdre en influence en Afrique et à peu près partout. Et cette influence, si on veut bien la considérer comme un facteur commercialement positif, après ça, je ne veux pas comprendre dans le débat du néocolonialisme et des choses comme ça, mais dire simplement que
l'influence qu'on avait en Afrique, on l'avait essentiellement au travers de la France. Mm. Et en 7 ans, la France s'est fait jeter de 6 pays de ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. On contrôlait également une partie de l'Afrique centrale via le Tchad, c'est-à-dire qu'on contrôlait Soudan, Nigeria et bon la Libye, c'est plus un pays, mais bref, ça nous permettait quand même d'avoir encore du renseignement et des moyens de containment face aux milices armées. Et là, on vient de perdre le Tchad et le Sénégal, et tout ça en un seul voyage de Jean-Noël Barrot. C'est un Mm. record, se faire jeter de 2 pays en 48 heures. Je pense que la diplomatie française n'a jamais réussi ce genre d'exploit. Donc l'Europe, quoi qu'on dise du néocolonialisme, le fait que la France ait des positions fortes en Afrique, c'était quand même des débouchés. Bon, on va être remplacé par les Américains, les Russes et les Chinois. Hein. Alors ça va être la lutte évidemment, qui va être le plus attractif, le mieux disant entre les Chinois et les États-Unis. Et pour les pays d'Afrique subsaharienne, la Russie a aussi son mot à dire parce que c'est elle qui fournit quand même le blé et une grande partie de la nourriture. Voilà. Donc la France, elle est out. Et nos chances de reprendre position, elles sont nulles. Vous pensez que les Américains vont nous laisser reconstituer nos réseaux et nos, une relation de dépendance ou d'interdépendance qu'on avait. C'est fini, c'est plié. Le port d'Abidjan, la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays duquel la France s'est pas encore fait jeter, mais le port d'Abidjan, il appartient déjà aux Chinois. Enfin, voilà. On, L'Europe vient de perdre l'Afrique à travers la France. Je le dis comme ça, mais je pense que c'est une des dernières zones d'influence que les Américains où les Chinois ne possédaient pas, où l'Europe avait encore son mot à dire, et c'est fini. Donc, d'où est-ce que l'Europe va tirer des alliances, va réussir à reconstituer une puissance économique, énergétique, alors qu'on a perdu pratiquement toutes nos alliances? Bon, la France, évidemment, s'était intéressée par le pétrole gabonais, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. L'uranium au Niger, c'était quand même un débouché très intéressant. Aujourd'hui, on va être dépendant de l'uranium du Kazakhstan, de l'Australie, et puis il y a des mines au Canada aussi. Donc ça, c'est la zone américaine. Donc ça, on peut déjà faire une croix dessus. Voilà, donc on n'aura plus l'uranium africain, on n'aura plus le pétrole du golfe de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'Europe, elle a plus le gaz russe, mais qu'est-ce qu'on va faire? La question, elle est là. En plus de ça, Trump veut plus qu'une seule BM ou une seule Mercedes se gare devant un casino d'Atlantic City ou de Las Vegas si elle n'a pas été fabriquée dans la banlieue de Detroit. Euh, donc l'Europe, on est à poil. Je suis désolé. On est à poil. On est à poil économiquement, énergétiquement et désormais géopolitiquement. Donc, je pense que les gens se rendent compte un petit peu des limites quand même de l'Union européenne et de leur inefficacité finalement sur le plan géopolitique. Est-ce qu'on va avoir une montée du souverainisme dans les pays européens et peut-être une montée vraiment de mouvements plus indépendants qui prônent un retour vers voilà, le souverainisme? Donc oui, on le voit déjà à mort, hein. C'est ce qui fait que tout un tas de journaux pètent des plombs quand l'AfD monte en Allemagne, disent que ça va être la Troisième Guerre mondiale, que c'est des nazis, etc. On a le parti de Nigel Farage au Royaume-Uni, même si le Royaume-Uni est déjà sorti de l'Union européenne, mais qui monte aussi. Donc on voit bien. Puis bien sûr, il y avait le Dexit, hein. Mark Rutte, il a été mis là spécifiquement pour empêcher le Nexit plutôt, le Netherland Exit. Et c'était déjà très violent, le projet de Nexit, hein. Donc oui, en réalité, là, il faut prendre sa paume, comme on dit en bourse, quoi, hein. Les États devraient prendre leur paume de l'Union européenne très rapidement. Le paradoxe, c'est que c'est l'Allemagne qui ramasse le plus, alors qu'elle pillait littéralement, enfin l'Union européenne, c'était ça, hein. L'Allemagne est le plus gros donateur, mais le plus gros contributeur net, mais il se rembourse en privatisant, en récupérant des actifs des pays périphériques et en les mettant sous sa coupe réglée économiquement, quoi.
Donc ça marchait très bien quand l'Allemagne délocalisait en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en Roumanie. Ou bien confisquer les actifs grecs par leur surendettement. Mais là, l'Allemagne, son cœur absolu de modèle économique, elle fonctionnait entièrement comme une seule entreprise, et son modèle économique était entièrement centré sur une énergie à bas coût et une main-d'œuvre pas chère dans des pays périphériques, mais toujours relativement qualitatifs, comme la Pologne, etc. Et tout ça vient de voler en éclats avec le Nord Stream, et ensuite avec la situation, avec ce que l'Allemagne a dû donner, avec les dépenses générales. Et là, on voit une avalanche d'effondrement en Allemagne, avec les grosses boîtes qui commencent à perdre en rentabilité, comme le groupe Volkswagen qui a posté des résultats catastrophiques. Et on sait que dans une Allemagne qui avait normalement comme force son tissu de PME ultra résiliente, bah, toutes ces PME-là sont des fournisseurs du groupe Volkswagen ou autres, et elles sont en train de boire la tasse, ça se voit. Et ce sont les enfants des patrons de ces PME qui votent AfD. On le voit, mais clairement dans les statistiques électorales, c'est les enfants donc c'est des générations, c'est des zoomers pour beaucoup, hein, génération soit des millénials, soit des zoomers. Et les alphas, bon, ils votent pas encore, mais les alphas ont l'air d'être aussi déterminés, qui votent pour l'AfD. Donc là, tu disais, Marie-Constance, que les gens se rendent compte des limites de l'Union européenne, mais ça se limite pour l'instant au capuchon attaché à la bouteille, quoi. Ils se rendent pas compte que la totalité de l'Union européenne était un énorme mensonge, à savoir, vous allez être puissant. Comment l'Europe peut se retrouver à poil? Comme l'a expliqué Philippe, on est à poil. L'Union européenne est complètement à poil dans une négo vis-à-vis de n'importe qui, même la Russie, c'est ça qui est catastrophique. Même la Russie, soi-disant, une pompe à pétrole avec une armée. C'est ce que les gens présentaient. C'est la Russie, c'est un pays ridicule. Ben non, la Russie est passée devant l'Allemagne en parité de pouvoir d'achat. Donc, en fait, la Russie, maintenant, c'est une très grande puissance économique, et elle a retrouvé ce statut sous Poutine, ce qui explique d'ailleurs sa popularité, plus de 60%. Macron aimerait bien avoir 60% de popularité en Russie. Et même, je parle même des sources anti-russes, hein, même Radio Free Europe, etc., confirme que Poutine, il est au-dessus de 60% de popularité, hein, même à la fin de la guerre. Donc, le vrai gros mensonge que les gens n'ont pas encore digéré, c'est la fameuse Europe puissance. Ça a été en fait une partouze de la faiblesse. Et aujourd'hui, seuls les chefs d'État s'en rendent compte, mais eux, ils s'en foutent. Ils seront en retraite aux Bahamas ou ailleurs. Ils auront leur super retraite pour Barnier ou pour Hollande ou que sais-je. Et eux, ils vont pas en subir les conséquences. Donc, ce qu'il faudrait, en effet, c'est très rapidement un scénario à la Suisse ou à la norvégienne. Il faut que la France, qui a le plus grand espace maritime au monde, se barre de l'Europe rapido, qu'elle sorte ses billes, qu'elle fasse un retour au franc avec une parité d'1 euro pour un franc, puis une petite dévaluation sans douleur. Un 20% de dévaluation, c'est pas très brutal parce que le tourisme, ensuite, enfin, pour les exports, la France a encore une capacité à l'export, et le tourisme est un export, je rappelle, hein. Le tourisme, même si c'est les gens qui viennent, c'est un export, puisque c'est de la monnaie étrangère qui rentre dans le pays, contre un service que le pays rend. Et la France peut encore s'en sortir. Mais là, le meilleur scénario pour l'Union européenne, ce serait en effet l'implosion et le chacun pour soi, parce que on voit que les pays qui ont fait ça, comme la Suisse, bah, s'en sortent beaucoup mieux. Et je pense que enfin, prendre sa paume en bourse, on sait que c'est un truc qui est psychologiquement difficile, hein. Il y a vraiment, puis il y a en plus le sophisme de l'escalade de l'engagement. C'est-à-dire, on se dit, mais on a tellement mis dans l'Europe qu'il faut continuer à mettre parce qu'on a tellement mis. Et ça, on sait que c'est l'erreur fatale. C'est toujours l'erreur fatale de ne pas couper ses pertes et de se dire, mais j'ai tellement mis dans cette start-up, dans ce projet, dans ce machin, qu'il faudrait que je mette encore. Je vois Philippe lever les yeux, parce qu'il a raison, en tant qu'investisseur et que spécialiste de la gestion de patrimoine, bah, il sait que c'est une des pires conneries à faire, de se dire j'ai déjà mis tant, donc il faut que je remette tant. Et pourtant, l'Europe est coincée là-dedans, donc je ne sais pas comment psychologiquement les classes moyennes européennes qui continuent à voter extrême centre vont comprendre qu'elles ont mis que là, pour l'instant, il faut qu'elles coupent le doigt, parce que sinon, la machine va broyer le poignet et l'épaule. En tout cas, les élites européistes, elles vont tout faire pour lutter contre l'émergence de personnages dont le discours va à l'encontre de l'idéologie mondialiste. Ça a été le cas en Roumanie où les élections ont été totalement interrompues. Comment est-ce qu'on interprète cet événement? Moi, j'étais en Géorgie là au printemps dernier, donc il y avait partout des graffitis un petit peu anti-russes. Plutôt, bon, on voyait l'action de certains groupes, un petit peu ONG, ça mobilise un petit peu les jeunes. J'ai d'ailleurs assisté, je l'ai photographié, ou je l'ai même filmé d'ailleurs, la première manifestation d'Ukrainiens avec le drapeau contre la loi contre les influences étrangères.
En fait, la Géorgie se dotait exactement des mêmes instruments dont les États-Unis sont dotés depuis longtemps, la Chine, etc. La Géorgie était un des derniers pays où on surveillait pas vraiment ce que faisaient les ONG, notamment celles financées par Soros. Donc, c'était au départ des manifestations bon enfant, c'était vraiment majoritairement des jeunes, et on comprend que les jeunes sont beaucoup plus aspiration à essayer de rejoindre l'Europe, parce qu'il y a quand même le fantasme de la vie Paris, Berlin, Hambourg, Milan, ça fait beaucoup plus rêver évidemment que euh, l'Arménie ou les pays environnants, l'Azerbaïdjan pour ne pas le citer. Donc il y avait effectivement une aspiration à rejoindre l'Europe. Mais les Géorgiens, on va dire d'un certain âge et qui connaissent un petit peu l'histoire de leur pays, alors, je ne vais pas vous remettre Staline et Gori, hein, mais ils savent que l'essentiel de l'énergie pas chère dont ils bénéficient vient de Russie. Beaucoup de matériel de nourriture vient de Russie. Alors c'est des échanges parce que la Géorgie fournit aussi du vin et fournit des céréales. Bref, la Géorgie n'a pas de frontière terrestre avec l'Europe, contrairement à la Moldavie. On pourra toujours revenir effectivement sur les circonstances qui font que le oui à l'Europe a triomphé à 3h15 du matin, mais la Géorgie n'a pas de frontière terrestre avec l'Europe. Il y a une majorité de Géorgiens, et cette majorité est bien reflétée à l'Assemblée. Alors ça, vous me direz, oui, il y a de l'influence russe. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas eu d'influence européenne et de Soros en Géorgie dans toutes les manifs? Hein, il faut être équilibré. Oui, les Russes, il y a de l'influence en Géorgie et à Tbilissi, mais il y a exactement les mêmes influenceurs qui travaillent pour la CIA ou pour d'autres forces pro-européennes. Donc voilà, c'est un partout balle au centre, et les Géorgiens savent très très bien qu'ils vont pas se couper de la Russie, tout comme nous. Est-ce qu'on s'est coupé des États-Unis après le sabotage de Nord Stream? Non, parce qu'on pourrait se dire, ouais, les Géorgiens, ils en ont quand même un peu gros sur la patate avec les Russes. Mais vous croyez que l'Europe, on se fait bien traiter par les États-Unis? On coupe pas les ponts pour autant. Bah, la Géorgie, c'est pareil. Même s'ils aiment pas trop les Russes, même si moi j'ai vu à Tbilissi les Russes effectivement rouler dans des énormes bagnoles et c'est eux qui achètent les plus beaux appartements, bah, il se trouve que généralement dans un bel immeuble rénové dans le centre de Tbilissi, vous avez un étage, il y a un Russe, un oligarque russe, et l'étage du dessus, avec la terrasse, vous avez un oligarque ukrainien. Et tout le monde se retrouve, on se croise dans le parking, il y en a un qui monte dans sa McLaren et l'autre qui monte dans sa Maserati, et ils dansent tous dans les mêmes boîtes de nuit le soir. Hein. Parce que pour vous dire ce que c'est que les relations russo-ukrainiennes en Géorgie. Vous avez les mêmes d'ailleurs à Dubaï. Hein. À Dubaï, les nouveaux appartements, les nouvelles maisons sur Marina, il y en a une qui est vendue à un oligarque russe, un à un Ukrainien, et tout ce monde cohabite. Voilà. Donc, je referme un petit peu la parenthèse géorgienne et pour dire que voilà, on nous raconte absolument n'importe quoi dans nos médias. Et là, l'Europe, et on le voit bien en Allemagne aujourd'hui, elle songe à se rapprocher à nouveau de la Russie. Et vous croyez que les Américains ont arrêté de faire enrichir leur uranium en Russie? Je vous signale que les Américains font toujours enrichir de l'uranium en Russie, comme la France, et les Américains continuent d'acheter du titane en Russie. Parce que sans titane, il n'y a plus de F-35, hein, par exemple. Donc, une fois que la guerre s'arrête, il y a enfin, les relations commerciales vont reprendre probablement entre l'Europe et la Russie, mais on n'aura plus jamais du gaz russe au tarif où on l'avait avant la guerre et avant le sabotage de Nord Stream. Si jamais on retrouve du gaz russe, ça sera plus au même prix. Vous pourrez en être certain. Et tout ce qu'on va importer aujourd'hui de la Russie, je pense on va également l'importer plein pot. Donc voilà, l'Europe a perdu le gaz pas cher, a perdu probablement pas mal de matières premières qu'ils achetaient pas cher à la Russie, et on va se prendre effectivement les tarifs douaniers de Trump. Donc l'Europe est vraiment entre l'arbre et l'écorce. Hein. Est-ce qu'on doit craindre d'autres confiscations d'élections comme il y a eu ou pas, Idriss? Ah bah oui, clairement. Là, bon, ça vient à chaque fois de l'État profond, donc de qui de Soros, qui de la CIA ou autre.
qui pratique ces méthodes de façon systématique, avec en plus un contrôle des médias très serré. On se rappelle de la fameuse opération Mockingbird, où la CIA avait admis, suite à enquête, qu'elle infiltrait des rédactions de presse américaines, ce qui est complètement illégal, hein, on le dira jamais assez. Dans l'opération Mockingbird, il est révélé donc par un ancien de la CIA que la CIA possède des leviers d'influence dans des grandes rédactions de la presse américaine, notamment suite à des grosses révélations comme le massacre de My Lai ou autres, où les États-Unis se sont dit, en particulier l'État profond américain, s'est dit qu'il serait pas mal de contrôler un peu ce que dit la presse. Ce qui normalement, au passage, est littéralement la définition d'une dictature par rapport à ce dont les États-Unis se revendiquaient pour intervenir partout dans le monde, parce que le flambeau de la liberté. Maintenant, ce terme d'état profond, il a donné lieu à des mauvaises interprétations, voire à des fantasmes, mais c'est une réalité sociologique très simple, quoi. Elle vient de Peter Dale Scott, qui est diplomate et poète canadien, et qui fait une observation historique assez triviale, qui est que dans tous les empires ou toutes les grandes organisations centralisées, il existe toujours un cœur d'administration qui voit passer les chefs, et qui, à la fin, se dit, il voit tellement passer les chefs, qu'il se dit, mais on peut faire ce qu'on veut en fait, vu qu'on a continué à faire la même chose. Et l'exemple parfait de le représentant idéal de l'État profond à l'époque aux États-Unis, c'est John Edgar Hoover, parce que J. Edgar Hoover, il voit passer 7 présidents. Donc il se dit, moi les présidents, j'ai beau être, normalement je suis le N-2 du président, puisque J. Edgar Hoover rapporte au ministre de la Justice, enfin le procureur général, l'attorney général, qui rapporte au président. Donc normalement il est N-2 du président, donc il est forcément inférieur. Mais dans les faits, il est capable de dissimuler suffisamment de dossiers et de désobéir suffisamment, et il contrôle suffisamment de moyens de pression pour envoyer chier un président. Ce qu'il a fait par exemple avec Bobby Kennedy, donc, qui était son N+1, qui était son ministre de la Justice, quand Bobby Kennedy demande à J. Edgar Hoover certains dossiers. J. Edgar Hoover lui répond: ne vous en faites pas, ils sont en sûreté. Voilà, puis la blague s'arrête là. Donc l'état profond existe à ce moment-là, c'est-à-dire on a des gens qui disent oui, nous on peut s'enquister. D'ailleurs, c'est ce qu'appellent les Américains. Là, en ce moment, la presse américaine, surtout les médias citoyens comme Redacted News ou Joe Rogan ou autre, ou Tucker Carlson, parlent de burrowing. Burrowing. Donc to burrow, c'est une taupe, quoi, c'est une taupe qui s'enterre. Et donc, le burrowing, ils disent, voilà, il y a des éléments de l'administration Obama qui s'étaient burrowed quand Trump a été élu. Et on en a vu les conséquences, notamment avec le patron du FBI qui avait été nommé par Trump, mais qui était déjà, en fait, un membre de l'administration Obama qui était burrowed. Donc, il a montré à quel point il a trahi Trump, hein. C'est lui qui a dit à Newsweek que Trump n'avait jamais été touché par une balle, hein, par exemple. Et c'est lui qui a fait qu'il y a zéro enquête concrète sur la tentative d'assassinat de Trump. Donc, on peut voir vraiment que c'était quelqu'un qui n'avait aucune allégeance à Trump, pourtant président élu qu'il avait nommé. Et cet état profond, bah, il va se maintenir quand même relativement aux États-Unis, même si Trump là est en mode full chasse aux sorcières avec Tulsi Gabbard qui sera patronne du renseignement, et dont déjà on a une centaine d'agents de renseignement américains qui se sont levés pour la dénoncer. Pareil pour Kash Patel, pour le FBI. Et puis, bon, je suis absolument certain que là, les machines à détruire les documents tournent à plein aux États-Unis, hein, que ça crame dans tous les sens, exactement comme quand Berlin est tombé, toutes les commandants tours jetaient, alors, ils avaient tellement pas de quoi brûler qu'ils jetaient dans la cour, ils balançaient de l'essence dessus, hein. Donc, on commence avec les autodafés de Freud et de Marx, puis on finit avec les autodafés des archives. Et ben là, c'est en train de se passer aux États-Unis. Mais l'État profond en dernier recours, il s'enterre en Europe. Et on l'avait déjà vu avec Rumsfeld, hein, donc les néoconservateurs, quand ils étaient en disgrâce à Washington, ils se barraient à Bruxelles. Et Donald Rumsfeld avait fait une partie de sa carrière à Bruxelles, parce qu'il avait été disgracié. Donc, dans ces conditions-là, ça va continuer, bien sûr, parce que il y aura encore des gens qui ont le dispositif et les moyens de faire des coups d'État, et ces moyens existent aux États-Unis depuis très longtemps, puisque la CIA fait des coups d'État depuis qu'elle existe, elle a quasiment été créée pour ça. C'est une de ses premières fonctions, l'influence politique, l'infiltration politique au plus haut niveau, pas des petites cibles, des très hautes cibles. On se rappelle que même le beau-père de Nicolas Sarkozy, donc le nouveau compagnon de sa mère, était Frank Wisner. Frank Wisner, qui était donc le patron de la CIA, tout simplement, hein, et Sarkozy l'appelait papa. Donc là, on a un niveau d'infiltration qui est qualitatif. Dans le cas de Macron, c'est KKR, le fonds américain très lié au renseignement, qui a financé sa campagne. Et pareil, le fondateur de KKR est un ami personnel de Macron. Donc, dans ces conditions-là, oui, la pieuvre peut pas disparaître comme ça, et les ramifications qui permettaient aux États-Unis bon, on voit tous les coups d'État qu'ils ont fait, ne serait-ce que pour terminer sur ta question, à savoir, là, en quoi? En 6 mois, 5 coups d'État.
Roumanie avec Caline Georgescu, donc Géorgie avec une présidente qui est française, c'est fascinant. Et donc Bangladesh, mais aussi Pakistan, avec Imran Khan, qui a été dégagé par un coup d'État de la CIA ou facilité par la CIA et qui a failli revenir au pouvoir à la faveur d'une manifestation populaire parce qu'il est très populaire. Imran Khan, faut se dire, c'est comme si Zidane était président, hein. C'est le Zidane du cricket, Imran Khan, hein. Donc il a été chef d'État au Pakistan et il avait un programme très populaire. Et c'est vraiment comme si on avait un Zidane qui faisait un programme de centre-gauche, quoi. Mais surtout souverain, surtout souverain. Donc voilà, entre Géorgie, Pakistan, Bangladesh, Roumanie, et j'en ai oublié un, bon, il y a la Libye aussi, pardon, la Syrie, lapsus révélateur. Voilà, avec la Syrie, ça fait 5. Et dans les 5 cas, la CIA est impliquée. Donc oui, ça va continuer, mais si l'agenda et l'objectif de Trump est bien rempli, qu'il n'a pas pu remplir pendant son premier mandat de 4 ans parce que il n'avait pas les mains libres, puis surtout il s'est pris 2 tentatives de destitution, ça calme, hein, il pouvait pas faire grand-chose, et dans les tentatives de destitution, la CIA lui avait bien fait comprendre, si tu joues au con, nous on peut te destituer parce qu'on contrôle suffisamment de sénateurs. Et les sénateurs, c'est ce qu'il y a de plus puissant aux États-Unis, hein. Vraiment, si on veut contrôler les States, c'est par les sénateurs que ça passe. C'est pas un hasard si Obama était sénateur, c'est pas un hasard si Ted Cruz était sénateur. Et la CIA contrôle suffisamment de sénateurs a contrôlé à l'époque suffisamment de sénateurs pour faire sauter Trump. Là, il arrive en état de grâce, donc il pourrait éventuellement liquider une grosse partie de l'État profond, auquel cas on ne verrait plus autant de coups d'État avec une telle fréquence. Philippe, vous êtes d'accord avec l'idée qu'il pourrait représenter un vrai contre-pouvoir face à l'État profond? Ben, il faut qu'il ait des alliés, alors je dirais presque des patriotes, parce que l'État profond américain n'est pas du tout patriote, hein. L'État profond américain approuve complètement la submersion migratoire qui s'est déroulée sous Biden. Euh, et puis, peut-être, oui, chasse aux sorcières, puis je me dis, je me mets à la place de Trump. Il va mettre la main évidemment sur énormément de dossiers. Il en détient déjà beaucoup, mais il va en détenir encore plus. Plutôt que de liquider de façon un petit peu voyante je montre en place publique la tête de tous ceux qui ont soi-disant trahi les intérêts, etc., les intérêts profonds des États-Unis. Quand on a des dossiers, le mieux c'est de les faire chanter, ces gens-là, et d'en faire vos alliés. Ouais. D'ailleurs, Trump vient de le dire. Là, j'ai dîné avec Jeff Bezos, j'ai déjeuné avec Mark Zuckerberg, euh, j'ai dîné avec le patron de Microsoft. Tous ces gens me font allégeance. Mm. Je pense pas qu'ils mentent. Je pense qu'il dit la vérité. Et comme les médias sont encore aux mains aujourd'hui des démocrates, ils n'en parlent pas. Mais c'est quand même une des informations primordiales. Enfin, quand vous avez dans votre manche Sundar Pichai, Mark Zuckerberg, Bezos, etc., et je ne parle pas évidemment d'Elon Musk, vous avez les patrons des 5 plus puissantes firmes américaines. Si ces gens-là se pose en allié et joue le jeu, je pense que le second mandat de Trump va être plus confortable que le premier, où on se rappelle que Jeff Bezos a acheté justement des médias pour dégueuler sur la mandature de Trump, la première mandature de Trump. Donc je pense que si Trump est malin, il y a plein de gens qu'il peut faire chanter. Et d'ennemis d'hier, c'est des gens qui aujourd'hui au moins seront neutres, voire pourront éventuellement lui apporter des soutiens. Maintenant, ce qui concerne la politique extérieure américaine, bon, Trump, on le sait, c'est lui qui a initié quelque part la démondialisation. Il voulait que les États-Unis cessent d'entretenir une présence militaire dans plein de pays. Mais je ne pense pas que Trump va fermer une des 850 bases que les États-Unis possèdent à l'étranger. Plus d'interventions militaires, plus le gendarme du monde, oui, mais garder des postes d'observation, je pense que Trump ne va pas réduire ça ni renoncer à Guantanamo. Donc, faut pas être naïf. Trump est quand même un pragmatique. Alors après, bah, il y a quand même des endroits où les choses peuvent chauffer. Quelle sera l'attitude des Américains?
Bah, moi, je pense justement à la Géorgie, puisque là, la fameuse Salomé Zourabichvili, qui était quand même le trait d'union entre la France et des réseaux d'influence américains. Quand elle était en France, elle a eu plein de fonctions, on va dire, franco-américaines. Donc, qu'est-ce que Trump va faire de ce pion aujourd'hui en Géorgie? Est-ce qu'il va lui dire, bah, écoute, t'es battu aux élections, le nouveau président géorgien, je crois que c'est un ancien joueur de foot, il a fait plus de 55%, sa légitimité n'est pas contestée, voilà, dégage. Je ne sais pas s'il va faire ça ou pas. Et je cite l'exemple de la Géorgie, il y a d'autres pays où Trump pourrait dire, bon, là, on arrête les frais. Parce que là, on n'est plus crédible, notre influence, elle est trop voyante, et ça va jamais fonctionner. Donc ça, c'est une question à se poser. Quelle va être la politique étrangère de Trump qui, manifestement, vient un peu télescoper la tradition des coups d'État de la CIA que Idriss a évoqué, hein. Tous les pays d'Amérique du Sud ont été reconfigurés, les pays d'Amérique centrale. Et je rappelle d'ailleurs que le mot complotisme est né lorsque les opérations de la CIA ont été révélées. Elles étaient incontestables, mais il y avait quand même des gens pour essayer de se défendre en expliquant que ceux qui décrivaient les opérations de la CIA étaient justement des complotistes. Le mot complotisme est né donc de ce damage control, de cette tentative de contre-feu de la CIA, du genre, ah ben, c'est pas nous. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'effectivement Trump va continuer d'encourager la CIA dans ses opérations de déstabilisation. Mais par contre, je pense que Trump va se servir au maximum de tous les leviers d'influence économique. Ça, j'en suis convaincu. Est-ce que vous pensez, Idriss, qu'en France, on serait prêt à accueillir une personnalité comme Trump ou encore Javier Milei en Argentine? Est-ce qu'on serait prêt à avoir quelqu'un comme ça ou est-ce que on est encore trop loin, on n'a pas encore touché le fond pour se référer à une personne de Bonne ce... question. Ouais, je suis très pessimiste. Je m'excuse au passage alors dans cette émission de t'avoir tutoyé du coup. Je crois pas au tutoiement asymétrique, donc tu peux me tutoyer aussi, bien entendu. J'avais pas compris que l'éditorial était comme ça. Quoi qu'il en soit, oui. Alors Trump, c'est spécial par rapport à Milley. Il y a le côté survivor chez Trump. C'est l'antifragilité. Enfin, les Américains facilement penseront qu'il a un destin. Il y a un côté, c'est sa destinée, quoi. Parce que notamment, c'est quelqu'un qui a été surendetté. Enfin, il était plus de 600 milliards, pardon, 600 millions de dettes en dollars dans les années, je sais plus, 90, quelque chose comme ça. Oui, il a Euh, été sauvé par Deutsche Bank. Et voilà, et en plus, il a plus été aucun sauvé par la... banquier ne voulait lui prêter, et c'est Deutsche Bank qui est venu à son secours. Voilà, bon, Deutsche Bank est aussi un peu lié à la CIA, mais bon, il a compris un truc, Trump, à ce moment-là, c'était les actifs hors bilan. Et le seul actif qui lui restait hors bilan, c'était son nom. Donc, ces liquidateurs ont dit, on va utiliser ton nom, tu vas nous le licencier pour les steaks, le whisky, les tours. Ça marche super bien, hein. Bah, il y avait des arnaques aussi, hein, je l'ai expliqué dans une émission récemment où il y a eu des pyramides de Ponzi qu'on utilisait, enfin, qui s'appelaient pas Trump, trois petits points, mais où sa tête apparaissait pour vendre ça, notamment en Corée. Et bon, c'était pas Amway qui était aussi une pyramide de Ponzi, c'était une autre. Bon. Mais bon, Trump, il avait un destin. Il est sorti de. C'est vraiment comme Bush se faisait passer pour born again Christian. Trump, c'est ça. Il est born again, mais financially, quoi. Et là, bah, du coup, il est en train de dire, parce que c'est le mythe, c'est un proverbe soufi qui dit si vous cherchez des petites choses à faire dans votre vie et que vous les faites bien, les grandes choses vont venir vous chercher pour que vous les accomplissiez. Et toute la vie de Lincoln, elle est basée là-dessus. C'est-à-dire que Lincoln, c'est un type qui fait des petites choses bien, bûcheron, avocat, arpenteur et même lutteur. Lincoln, champion de lutte, je crois que son record, c'est 301, une seule défaite sur plus de 300 combats, sur 301 combats donc. Et Lincoln, à la fin, bah, le destin lui amène la magistrature suprême. Et beaucoup d'Américains sont tentés, les Américains restent très superstitieux, spirituels, etc. C'est pas, les deux sont pas coextensifs, hein, mais bon, on va chez le psychic aux États-Unis, hein, on peut aller voilà, se faire lire les lignes de la main, aller chez le psychic. Et puis les Américains ont la notion de destinée manifeste, donc qui au départ signifie qu'ils considèrent ceux qui croient en le mythe de la destinée manifeste que les États-Unis ont la destinée manifeste de mener le monde. Mais au-delà de ça, cette notion de destinée manifeste, elle peut s'interpréter comme chacun peut avoir une éventuelle destinée manifeste. Ce que Paolo Coelho appelle la légende personnelle.
Et Trump, il a ça. C'est-à-dire que voilà, un mec sorti de la faillite, qui survit à plusieurs tentatives d'assassinat, qui perd une élection dans des circonstances de trucage évident. Le trucage presse était évident. La question du décompte des voix se pose, mais le trucage presse, il est évident puisque le FBI a enterré l'affaire du portable de Hunter Biden, donc c'est une interférence illégale dans les élections. Donc, de ce point de vue-là, il y a bien eu interférence illégale dans les élections de 2020. Mais donc, il arrive comme ça, enfin, on a un côté vraiment historique et destiné. Milei un peu plus, un peu moins, pardon, enfin Trump un peu plus que Milei. Euh, et donc, vraiment, la question, c'est en Europe, qui pourrait relever d'un tel effet de destinée manifeste? Alors, en Roumanie, c'est clairement Călin Georgescu, qui est pas du tout un mec qui sort de nulle part. Un Omediadis sorti de nulle part, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Călin Georgescu ne sort pas de nulle part. C'est quelqu'un qui a conquis le pouvoir très méthodiquement, avec une très grande patience, un programme, une immense popularité, un programme sérieux et une vraie maestria des réseaux sociaux, ce qui pose d'ailleurs la question de quand on avait des révolutions Facebook un peu partout dans le monde, là, nos médias applaudissaient en disant que c'était génial, mais là, on a une révolution TikTok apparemment, et là, ça devient tout de suite très mauvais. Donc, je dirais qu'Aline Georgescu, oui. Bien sûr, en Royaume-Uni, bah, c'est Nigel Farage qui semble tout désigner, hein. Je crois qu'il a fait plus de 13 tentatives pour être élu au Royaume-Uni. À Bruxelles, il a manœuvré, mais superbement, en utilisant un poste dans une organisation qu'il méprisait pour s'en émanciper. Et on se rappelle de ces légendaires discours à la Commission européenne qui lui ont amené une immense popularité parce qu'il faut se rappeler le fameux Up Yours de l'or qui, je crois, c'était la première page d'un grand canard britannique. Ça devait être le Sun et donc Up Yours de l'or, ça veut donc dire dans ton cul de l'or suite au alors c'était quoi? Rappelle-moi, Philippe, c'était la c'était le projet d'écu ou c'était Maastricht. Ça doit être Maastricht. Les Anglais n'avaient pas voté Maastricht. Je sais plus. Absolument, Bon. oui. C'était le début du processus vers la création de la monnaie unique. Mm. Donc, on aligne les taux par le haut pour complaire à l'Allemagne qui venait de se réunifier. On est en train d'essayer de déterminer les parités par rapport à la puissance économique réelle, etc. Et on déterminait aussi quelles seraient les contributions des pays membres, des futurs pays membres. Voilà. Et les Anglais, je pense, dans leur infinie sagesse, ou je ne sais pas si c'est un instinct de survie, mais ils se sont dit l'euro, ça va être un truc qui ne marchera jamais. Il n'y a d'ailleurs jamais eu de monnaie unique qui ait fonctionné en Qui Europe. fonctionnait dans l'histoire. L'exemple précédent, c'était l'Union latine et qui était basée Mm. sur l'or, donc c'était quand même du costaud. Alors que nous, l'euro, c'est basé que sur de la dette. Et Mm. même l'Union latine, bah, adossée à l'or, ça n'a pas fonctionné. Donc les Anglais se sont dit, ce machin-là, ça marchera jamais. Donc voilà, pour conclure sur Nigel Farage, il a rassemblé cette génération Up Yours de l'or. Et donc lui, il semble tout tracé. Mais en France, c'est difficile là, d'imaginer pour l'instant une figure comparable. Évidemment, certains pensent à Philippot, d'autres à Asselineau, d'autres encore à d'autres figures, mais c'est pas aussi limpide pour l'instant que, même si en effet, je penserais davantage à Philippot ou à NDA dans le cas français, mais c'est pas aussi limpide pour l'instant en Roumanie ou ailleurs. Donc les Américains là sont en train de mener complètement sur ce retour aux nations, sur cet ordre multilatéral. Je suis très pessimiste pour l'Europe et puisqu'on fait des interviews aussi pour des questions d'investissement ou de patrimoine, moi je recommande à tous mes amis et clients de baisser la voilure sur tout ce qui est actif en Union européenne. Même s'il pourrait y avoir des opportunités intéressantes pour des achats de maisons en Italie, par exemple, où les prix ne font que baisser, où là, il pourrait y avoir ça pourrait devenir un marché entrant, même si on ne sait pas jusqu'où ça va baisser. Et puis je rappelle, donc on a fait une masterclass avec Philippe Béchat chez Scandaria. On a fait aussi une masterclass avec Benjamin Castel sur le trading spécifiquement. Et on prenait, pour conclure, des proverbes, parce que l'avantage des proverbes, c'est que ça agrège, ça cristallise beaucoup d'expériences vécues. Et les marins, les vieux marins, donc, ont un proverbe que je trouve assez génial en matière de trading. Si tu veux faire un vieux marin, arrondis les caps et salue les grains. Si tu veux faire un vieux marin, arrondis les caps et salue les grains. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Arrondis les caps. Bah, en bourse, ça veut dire sors pas au plus haut,
tu trouveras pas le plus haut. Sors avant le plus haut, cherche pas le plus haut. Même les Rothschild disaient ça, hein. Même les Rothschild disaient oui, il faut prendre son bénéfice avant le plus haut et laisser le reste pour le petit peuple. Donc arrondis les caps, ne cherche pas à rentrer au plus bas, ne cherche pas à sortir au plus haut, tu trouveras pas exactement, c'est s'approcher des récifs, ça. Et salue les grains, ça veut dire baisse la voile dès que le vent commence à se lever. Donc dès que tu prends ce qu'on appelle en crypto-monnaie un red dildo, c'est-à-dire un godemiché rouge, donc une bougie descendante rouge qui fait bien mal, commence à baisser la voilure dès le début. Avant que, dès que tu sens, enfin, panique, comme disait Nassim Nicolas Taleb, dont je vois que tu as le bouquin derrière toi, là, Antifragile. If you have to panic, panic early. Donc, l'heuristique de Taleb, ça devient panic early, ça devient salut les grains. Donc, si tu veux faire un vieux marin arrondi les caps et salut les grains, en Europe, appliqué maintenant pas au trading mais à la gestion de patrimoine, ça veut dire réduisez un peu la voilure en Europe. Je serais bien sûr ravi d'avoir l'opinion plus opérationnelle de Philippe sur l'expression réelle de ce proverbe pour la gestion d'actifs plutôt que la bourse en Europe. Et alors, Philippe, comment est-ce que les Français doivent adapter leur stratégie d'investissement aujourd'hui? Vaste question, puisque là, elle est devenue politique. Avant, elle était, oui, fiscale. On sait que les Français aiment bien euh, profiter des niches fiscales, chercher tous les moyens de réduire l'imposition de ses plus-values, de ses dividendes, etc. Là, aujourd'hui, c'est une question carrément politique et même géopolitique, parce que la question se pose, est-ce qu'il faut même garder des actifs en France? Euh, L'immobilier, à l'évidence, dans le cadre du comblement de nos déficits, va être surtaxé, Mm. et pas par le gouvernement, hein. Le gouvernement va dire, ah bah écoutez, non, nous on a payé tout ce qu'on devait, hein. On a payé le régalien, on a financé les retraites, on a financé l'armée, la police, on a payé nos créanciers, hein. On leur doit 55 milliards cette année, 65 ou 70 l'année prochaine. Donc nous on a payé tout ça. Mais vous connaissez la façon dont est constitué le budget en France, hein. Une fois que nous on a tout payé, c'est après aux collectivités locales de financer le reste. Alors l'entretien des routes, la remise à niveau des infrastructures, les aides aux personnes dépendantes, tout ça, ça relève des capacités de financement des collectivités locales. Bon, bah, comme les dotations de l'État, hein, ce qui vient du haut de la pyramide, ça va se traduire par une poignée de sable. Eh bien, à l'échelon local, on va devoir augmenter les impôts locaux, donc la taxe d'habitation, enfin, la taxe foncière, pardon, et peut-être rétablir la taxe d'habitation. C'est pour ça que j'ai fait le lapsus, puisque là, on va non plus l'appeler taxe d'habitation, mais contribution pour la participation à une vie en collectivité. Enfin, c'est un truc encore un acronyme complètement débile. Donc, on est certain que c'est au travers de l'immobilier que les propriétaires vont se faire littéralement tondre. Voilà. Mm. Il y a d'autres choses qui nous coûtent très cher, évidemment, enfin qui coûtent cher aux particuliers. Le déremboursement des médicaments, donc ça va vous coûter plus cher à la pharmacie. Et ensuite, ça va vous coûter plus cher de mutuelle. Parce qu'évidemment, la mutuelle va dire, ben, moi, aujourd'hui, je rembourse plus de choses, donc les tarifs de mutuelle augmentent. Vous avez des projets de taxation. Si vous vendez un véhicule thermique qui n'avait pas subi à l'origine un gros malus écologique parce que vous avez commis la folie d'acheter un engin à plus de 2,5 litres de cylindrée et qui fait plus de 150 chevaux. Et la créativité taxatrice de la France, elle est absolument infinie. Donc, posséder des biens en France, eh bien, en France, le patrimoine est taxé, ce que vous détenez est taxé de toute façon, sachant que l'épargne, c'est de l'épargne, enfin, l'épargne, c'est par définition de l'argent que vous avez réussi à sauver après tous les prélèvements patronaux, fiscaux, etc. Enfin, pas patronaux, c'est ce que les patrons payent à l'État, bien sûr. Et quand vous avez réussi à la fin à sauver à peu près 38% de ce que vous avez réellement gagné, eh bien, votre épargne va de nouveau être taxée à 30%. Et l'immobilier, alors là, c'est monstrueux, puisque si vous n'êtes pas héritier en ligne directe, vous payez plus de 60%, etc. Donc,
Détenir quelque chose en France, je me dis que c'est pas recommandable quand on doit rembourser des dettes et que l'État ne sait que aller se servir dans votre poche ou aller se servir sur votre patrimoine. Alors maintenant, on a évoqué un petit peu le contexte aujourd'hui où est-ce qu'il faut aller placer son argent. Euh, alors on se dit qu'aujourd'hui, il vaut peut-être mieux détenir des actions que des bons du Trésor ou tout simplement de l'euro, parce que l'euro va se dévaluer. Et je pense que ça va s'accélérer en 2025 et on va voir l'euro passer sous la parité face au dollar et probablement aller encore beaucoup plus bas parce que je vois au contraire le dollar, lui, se renforcer. Mm. On a bien compris que les BRICS vont pas faire naître une monnaie concurrente du dollar. Hein. Les directives de Kazan, c'est négocier, enfin, effectuer le maximum de transactions que vous pouvez dans vos monnaies respectives. Et il n'est pas question de dire on va créer un concurrent au dollar. Donc, c'est pas ça qui va se passer. C'est qu'il va peut-être y avoir la création d'un référent pour toutes les devises qui participent aux échanges inter-BRICS et qui aura un référent qui sera peut-être le référent or. Mais les pays ne feront pas de transactions en or ou en argent comme on a souvent pu le lire. Et moi, j'ai toujours exprimé mon scepticisme sur cette hypothèse. Donc, est-ce qu'il faut détenir des actions? Bah, aujourd'hui, on atteint aux États-Unis des niveaux de valorisation stratosphériques qu'on n'a même pas connu en l'an 2000, en mars 2000, pour être très précis. Là, je parlais du S&P plutôt que du Nasdaq. Mm. On est aujourd'hui sur des multiples de capitalisation bien supérieurs, mais il y a encore plus spectaculaire, c'est les ratios price to book, c'est-à-dire valorisation sur chiffre d'affaires. Et là, c'est absolument extraordinaire. Vous avez Nvidia et Broadcom, la nouvelle star hein, des Batman, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est plus les GAFAM, ça devient les Batman avec B pour Broadcom. 8 fantastiques à plus de 1000 milliards de capitalisation et avec un PER moyen pour ces 8 de 54. 54 de PER et avec des valorisations à 22 ou 25 fois le chiffre d'affaires pour Nvidia pour Broadcom et pour Tesla, hein, qui est maintenant à 1600 milliards de capitalisation, c'est-à-dire la totalité des constructeurs de la planète, y compris Toyota qui fait 275 milliards de capi et qui est de très 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 loin devant le numéro 2 qui est aujourd'hui, je crois, General Motors avec 56 milliards et qui est encore loin 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 devant Ford ou BMW et Stellantis à 40 ou 45 milliards. Donc Tesla, c'est la totalité du secteur automobile constructeur, plus la totalité des sous-traitants les plus connus, Valeo, Forvia, Michelin, Bosch, Brembo, tout ce que vous voulez. Donc on est là sur des situations de survalorisation absolument incroyables. Alors bien sûr, derrière, il y a tout le discours qu'on connaît, oui. Les États-Unis de Trump vont être plus puissants. Les États-Unis ont de l'énergie pas chère. Et d'ailleurs, il s'en vante, et Trump ne fait pas mystère de vouloir siphonner notre industrie en disant, venez implanter vos usines chez nous. Vous n'allez pas continuer à fabriquer des voitures avec du GNL qui vous coûte 4 fois le prix du gaz que vous auriez chez nous. Ça n'a pas de sens. Donc, les actions américaines sont à des niveaux de valorisation invraisemblables, mais il y a un biais qui est que, en fait, il y a une surconcentration des investissements sur les 8 fantastiques et le top 20. Et pourquoi je parle du top 20? Parce que tout simplement, BlackRock vient de créer justement un ETF top 20 donc, on va dire qu'on aura pratiquement toujours les mêmes 18. Et puis, vous avez des titres qui rentreront, qui sortiront, etc. Comme pour le CAC 40, on refait de temps en temps la composition. Mais grosso modo, vous allez avoir un noyau de 18 valeurs qui seront toujours les mêmes et qui, du fait de l'existence de cet ETF, vont être systématiquement surpondérés, puisqu'il y a beaucoup de gérants qui ne vont acheter que le top 20 qui surperforme et de très très loin le top 480. Car quelle est la performance du top 480 cette année au sein du S&P?
eh bien la performance est négative. Le S&P 500 affiche 30% de hausse depuis le 1er janvier, mais le top 20 fait 100% de la hausse du S&P 500 et les 480 autres perdent de l'argent. Donc on est dans un contexte boursier qui me paraît extrêmement dangereux. Donc aujourd'hui, si j'avais une suggestion à faire, ce serait d'acheter en fait des dérivés d'actions qui permettent de capter grosso modo le rendement du dividende sans être exposé sur le sous-jacent. Donc détenir quelque chose qui a une forme d'action, mais qui n'est pas aujourd'hui exposé à une correction qui pourrait atteindre, on ne sait pas, 30-40%. On n'a jamais été dans une situation pré-consolidation telle qu'on la constate aujourd'hui. Et puisque tout à l'heure, Idriss évoquait les dictons, quand ça va commencer à baisser, et ça baisse déjà depuis 9 jours sur le Dow Jones. C'est la première fois depuis 1978 et même depuis 1945 que le Dow Jones aligne 9 séances de baisse consécutives. Donc on voit qu'il y a une rotation sectorielle, la value est complètement délaissée et il n'y a plus qu'un seul secteur qui absorbe, qui aspire toute la liquidité, c'est l'IA, c'est les producteurs de semi-conducteurs. Donc, attention, ça commence déjà à baisser pour le Dow Jones, ça commence déjà à baisser pour le Russell 2000 des mid et small cap, puisque sur 13 séances passées, on a eu 8 ou 9 séances de baisse dans le secteur des small cap, alors qu'on a eu inversement sur le Nasdaq, sur 11 séances, on a eu 8 records absolus. Vous voyez un petit peu ce qui est en train de se passer. Le Dow Jones, 9 séances de baisse consécutives, donc ça fait 9 sur 11. Et de l'autre côté, pour le Nasdaq, 11 séances dans une tendance positive, dont 8 records absolus. Donc là, le jour où ça craque, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais je pense qu'on va être vraiment surpris. Et là, j'en reviens à ce dicton qu'on évoquait tout à l'heure pour l'Europe, il faut prendre à un moment, il faut savoir prendre sa paume. Eh bien là, effectivement, il vaut mieux une fin dans la douleur qu'une douleur sans fin. Et là, quand on en est à 9 séances de baisse sur le Dow Jones, c'est que probablement il y a déjà un truc cassé dans la machine et il vaut mieux maintenant sortir, même si le Dow Jones va peut-être rebondir d'ici la fin de l'année pour des raisons techniques. Mais globalement, le Dow Jones et le Russell 2000 nous ont tous les deux donné un signal et le Nasdaq ne se maintient, lui, dans une tendance haussière que par ce biais d'ultra-concentration dans les fameuses Batman. Voilà. Donc, grande prudence sur les actions, mais effectivement, je serai très attentif à la correction de certains titres qui offrent aujourd'hui des rendements déjà très substantiels, alors même que les marchés sont au plus haut. Mais le jour où le marché chute, vous verrez que tous les bateaux baisseront avec la marée. Et là, moi, je me lancerai dans une chasse à tout ce qui rapporte plus de 7% parmi les actions cotées. Non, alors, est-ce que vous auriez un dernier conseil ou un dernier message adressé à nos lecteurs qui nous regardent aujourd'hui? Bah, il reste bien sûr tout le monde des cryptos, quoi. Aujourd'hui, le Bitcoin a atteint des records, il a dépassé son all-time high. Michael Saylor, le patron de MicroStrategy, donc faut rappeler un peu qui c'est ce mec. C'est le représentant absolu de ce qu'on appelle un Bitcoin maximaliste. Michael Saylor, c'est un mec qui a perdu des milliards dans sa jeunesse, humilié par Wall Street. Il a fait des couvertures de magazines comme le loser absolu, quoi. Donc il arrive comme jeune loup à l'époque, qui a bien connu Philippe, chemise rayée bleue et blanche à Rappel col rouge. blanc. Voilà, les bretelles assorties et la cravate. Et l'époque où la coke tournait à flot, enfin elle tourne toujours à flot dans le monde de la finance américain et en général, mais bon, il arrive avec toute l'arrogance d'un Golden Boy de Wall Street. Il se fait repasser, mais violent, c'était à un niveau où vraiment des types se seraient jetés par la fenêtre. Et petit à petit, au fin fond de son désespoir, il découvre le Bitcoin. Et là, alors, il se met à avoir une stratégie de teubé, hein, vraiment, j'en achète.
Voilà. C'est ce qu'on appelle hodl, c'est-à-dire tenir. Hodl, c'est le jeu de mots, c'est-à-dire tenir comme un teubé, parce que c'est le mot hold, mais avec les lettres inversées pour dire qu'on est un peu un idiot, qu'on bave et qu'on n'est pas très malin. Hodl, quoi. Voilà, on appelle ça aussi diamond hands, c'est-à-dire on vend jamais. Diamond hands, on se prend même la bête. Alors, Saylor, quand le Bitcoin se prend à moins 80%, il dit ouais, ça brush off les touristes, ça enlève comme ça, brush off, ça enlève comme les pellicules, ça enlève les touristes. Euh, et il fait que ça. Sa seule et unique stratégie, on est sur l'opposé d'un Rentech, Renaissance Capital avec Jim Simon. Alors Jim Simon, c'est un immense mathématicien américain. Il a des performances de grand malade avec Renaissance Capital et donc Rentech. Et c'est un matheux qui aurait pu avoir la médaille Fields. Enfin, on est à ce niveau-là, quoi. C'est comme si on avait mis Cédric Villani gestionnaire, parce que on rajoute par rapport à la tradition des médaillés Fields français, le capitalisme à l'américaine, le skin in the game, etc. Que non pas. Enfin, moi, je mettrais jamais, malgré tout le vrai et immense respect que j'ai pour Cédric Villani, je mettrais jamais un médaillé Fields français à la tête d'un hedge fund, ça va de soi. Mais les Américains, si, et ce mec, il a ce niveau-là. Donc, on voit les deux opposés. D'un côté, Jim Simon, Rentech, avec des stratégies ultra complexes, malignes, etc. Il recrute des mecs qui ont des PhD en maths. Et Michael Saylor, ma stratégie, c'est je m'endette pour acheter du Bitcoin. Et moi, je suis solvable plus longtemps que le marché peut rester irrationnel, ce qui est une folie, puisque normalement, c'est le contraire, hein. Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez être solvable. Ça fait partie des lois fondamentales de la finance. Mais lui, il est là, je n'en ai rien à foutre, même si le Bitcoin descend, j'en rachèterai. Voilà, et je continuerai à en racheter et je m'en fous. Et alors, son pari, donc évidemment, le Bitcoin, c'est psychologiquement 100 000, ça fait peur. Non, on achète des Satoshi. Voilà, Satoshi, c'est une fraction, je me rappelle plus, c'est un trillion de Bitcoin, un truc comme ça. Donc, bon. Un trillionième, pardon, un trillionième de Bitcoin. Euh, bon, donc c'est accessible à tous, faut bien se dire, on va pas chercher à acheter un Bitcoin entier, mais quand même que de chemin parcouru par rapport à l'époque où 20 000 Bitcoins n'achetaient même pas une pizza, quoi. Et évidemment, beaucoup disent, et c'est ce qu'avait dit John McAfee. McAfee avait dit, parmi ses prophéties avant de mourir, si le Bitcoin passe les 100K, vous êtes sûr qu'il tapera le million. Et c'est bien sûr le pari que fait Michael Saylor. Attention, être maximaliste, c'est un sport quand même compliqué, hein. Ça nécessite d'être capable d'oublier son Bitcoin et d'avoir aucune stratégie de panique, de peur. Enfin, il y a un côté stoïcisme extrême, quoi. Et puis surtout d'en racheter quand il baisse. C'est un truc, c'est limite une religion. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin n'a pas de faiblesse. Je ferai un sujet là-dessus sur ma chaîne, hein. Il y en a. Quiconque vous dit que le Bitcoin n'a pas de faiblesse, en général, vous ment. Il y en a. À commencer par le SHA 256, qui est son standard de cryptographie pour son proof of work, et que la NSA a abandonné. La NSA l'a abandonné depuis un certain temps. Et le Bitcoin, non. Ça, c'est pour moi un des trucs les plus dangereux. Puis il y a la problématique, bien sûr, des attaques à 50%. Si jamais quelqu'un contrôlait 50% du minage dans le monde, il pourrait détruire le Bitcoin. Mais c'est extrêmement dur pour vous donner une idée. Enfin, quand je dis vous, c'est l'audience, hein. Il faudrait quelque chose comme 6 millions d'antminers. Il faudrait fabriquer un antminer, ça coûte 2000 balles, hein. Donc, faudrait 6 millions d'antminers. Bon, c'est pas si fou que ça, hein. Ça fait 12 milliards, du coup, ça fait un budget de 12 milliards. Mais il faut les mettre en ligne, il faut les installer, il faut les fabriquer. Donc pour que quelqu'un aujourd'hui fasse une attaque de ça, quelqu'un ça veut dire un pays, hein. On va commencer par là, ça veut dire un pays. Pour qu'un pays fasse une attaque de 51% sur le réseau Bitcoin, il faut que ce pays arrive à planquer la fabrication de 6 millions d'antminers, qui les mettent en ligne par surprise, d'un coup, et que le réseau ne puisse pas réagir. Mais c'est pas complètement impossible, attention, hein. J'ai eu toute une discussion par téléphone avec Seb Gouspillot, que j'aime beaucoup, qui est donc un immense entrepreneur du minage de Bitcoin en France. Et dans le monde, en fait, en France, malheureusement pas trop en France, parce que justement, on est aux fraises là-dessus. Mais voilà, bon, si jamais il y a ce genre d'attaque, ça reste une guerre. C'est-à-dire que ce scénario, il est plausible, mais il est aussi plausible que d'envoyer une bombe atomique sur Londres, quoi. Parce que ça s'appelle une guerre. Or, arrive maintenant la question des fonds souverains Bitcoin, donc des fonds stratégiques, des réserves stratégiques de Bitcoin. Beaucoup de pays et d'États souverains comme Hong Kong ont déclaré qu'ils voulaient faire comme le Salvador et créer une réserve stratégique de Bitcoin. Beaucoup de pays le font. Et là, il y a ce qu'on appelle la théorie des jeux, c'est-à-dire le dilemme du prisonnier, quoi. Qui bouge en premier, qui agit en premier. Et il risque d'y avoir un emballement, en effet. Si c'est le cas, et Trump a dit qu'il allait le faire. Donc si c'est le cas, il pourrait y avoir un emballement où les pays se diraient vite, il nous faut de l'or numérique, et l'or numérique, c'est le Bitcoin. Et en plus, les réserves totales de Bitcoin sont réellement limitées, contrairement aux réserves totales d'or.
De l'or, on continue à en découvrir. Et j'ai rien contre l'or, c'est très bien, hein, mais de l'or, on continue à en découvrir. Et surtout, il y en a dans les astéroïdes. Et avec Elon Musk qui réduit le fret aérospatial, il a divisé par 100, hein. Envoyer 1 kilo dans l'espace avec Elon Musk, ça a été divisé par 100 en termes de prix. L'astéroïde mining, dans les 30 prochaines années, c'est pas du tout quelque chose de fou. Encore une fois, sans ajuster tout l'or qu'on découvre encore aujourd'hui. Le Salvador a découvert d'énormes réserves d'or, l'Ouganda a découvert d'énormes réserves d'or, etc. Donc, si jamais les États se mettent à faire une réserve stratégique de Bitcoin, il va rentrer parabolique, il va taper le million, il va y avoir des corrections salaces qui vont garder que les professionnels, malheureusement, ou alors les mecs assez timbrés pour se dire je le fire and forget. Voilà, je me mets un Bitcoin sur une clé sèche et j'y touche plus. Et puis voilà. Bon. Et puis 5 ans plus tard, j'en reparle. Mais donc du coup, alors, attention, il faut bien comprendre que moi, ça me fait toujours marrer les gens qui font de l'analyse technique. Je sais que le débat de l'analyse technique est encore très houleux. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est pas sérieux? Que ce soit sérieux ou pas l'analyse technique, il y a une analyse qui est encore plus importante, en particulier pour le patrimoine, c'est l'analyse psychologique. C'est-à-dire combien de temps je suis prêt à tenir en voyant du rouge. Et ça, ça dépend de chacun, quoi. Il y a des types qui ont des aversions aux pertes, il y a des types qui s'en foutent. Combien de temps je suis prêt à tenir en voyant mon portefeuille dans le rouge? Bon, Michael Saylor, il est prêt. Bah, un exemple, l'autisme de Michael Burry. Michael Burry, dans la crise des subprimes, donc très bien décrite dans le film The Big Short, il se prend à moins 70%. Il est autiste, le mec. Bouge pas. Il y a la totalité de son fonds qui veut le poursuivre en justice. Il y a, tout le monde vient en disant, mais tu fais n'importe quoi et tout. Enfin, le type, c'est là. Il va finir en tôle. Il voit sur son tableau blanc, moins 70%, mais j'ai raison. Mais j'ai raison. Or, le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Et puis lui, il gagne. Et derrière, il envoie des dizaines de millions aux déposants de son fonds parce qu'il a raison. Donc, en fait, c'est ça, pour moi, l'analyse psychologique, en conclusion, elle est beaucoup plus puissante que l'analyse technique, parce que l'analyse technique, elle dit rien de quel état tu ressens quand tu vois ton portefeuille dans tel ou tel état. Quel état, et surtout pendant quelle période, parce qu'il y a l'usure, hein, ce qu'on appelle dans les jeux de stratégie l'usure de la guerre. Bah, l'usure du rouge, c'est sérieux, hein. Michael Saylor, il est capable d'absorber une usure du rouge pendant 3 ans. Il est capable 3 ans de voir un notionnel négatif. Il y a plein de fonds qui sont capables de faire ça. Parfois même de façon illégale ou criminelle, hein. Je veux dire, Deutsche Bank, ils ont vu un notionnel négatif pendant. Ils se disaient, mais on sera renfloué, on s'en fout. Citadel, ils ont vu un notionnel négatif pendant des années. Ils se sont dit, on va lever de nouveaux fonds, on truque les marchés, on fait des saloperies. Bon. Mais la psychologie de voir un notionnel négatif pour ensuite après voir du vert, sachant qu'en plus, c'est le problème aussi du parabolique, c'est que euh, le, le raid dildo, il peut s'enchaîner sur plusieurs semaines et se composer, bien sûr, avec du moins 7% par semaine pendant 5 6 semaines, ça fait très mal. Mais par contre, la Green Rocket, elle arrive en une journée. On était là, on n'était pas là. Et une fois qu'elle est arrivée, c'est terminé, hein. On peut juste se prendre la correction derrière en montant comme un con, en entrant dessus au plus haut parce qu'on a du FOMO et qu'on se dit merde, j'ai raté la requête. Bah ouais. Donc pour choper, c'est la loi brutale du marché, surtout en crypto, que les green rockets, elles durent une seconde, quoi. Et pour attraper cette seconde, il faut être là longtemps. Et pour être là longtemps, c'est s'exposer à du rouge. Et ça signifie qu'on peut pas mettre beaucoup, parce qu'en gros, la règle, elle est simple, hein. Supporter du rouge longtemps, ah bah, c'est pas compliqué, c'est quand c'est des petites sommes, hein. Je veux dire, si c'est l'équivalent d'une partie de poker entre potes, c'est bon, on peut supporter du rouge tant qu'on veut, hein. Et le plus grave, c'est qu'en Bitcoin, ça aurait valu de l'argent, ça. Par exemple, en 2010, bah, si n'importe quel Français avait mis l'équivalent d'une somme de petites parties de poker entre potes, il serait millionnaire sur le Bitcoin, puisqu'il a fait 100 millions de pourcents, un truc comme ça. Il a dû faire du 100 millions de pourcents depuis son introduction. Donc, c'est là-dessus que je veux conclure. L'aspect psychologique, l'analyse psychologique, c'est plus puissant que l'analyse technique. Je ne dis pas qu'il faut abandonner l'analyse technique, mais l'analyse psychologique est complètement sous-estimée. Elle est beaucoup plus importante parce qu'elle détermine combien de temps on peut supporter. Et c'est pas pareil que de de tirer des traits. C'est exactement comme justement comme en navigation, quoi. On peut tirer des traits, faire des caps et tout.
mais la mutinerie des marins, mais la terreur des feux de Saint-Elme, mais les vagues de 7 mètres, mais les gars qui gèrent par-dessus le bastingage, ça c'est le vrai capitaine avec une barbe de 3 pieds de long qui l'a vécu et qui le connaît. Le type qui s'est juste amusé à tracer des caps sur une carte, il sait pas de quoi il parle. Eh ben, en réalité, pour le trading de crypto, c'est littéralement la même chose. Et c'est là-dessus que je voulais insister. Il faut quand même avoir une conviction forte aussi sur l'avenir des crypto-monnaies pour rester positionné sur le long terme. Ah bah on est là, on est sur une période d'euphorie imminente en crypto, ce qui signifie pas qu'il n'y aura pas de la grosse correction comme d'hab, mais historiquement, c'est jamais arrivé qu'un chef d'État dise je vais faire des réserves stratégiques et qu'il y en ait 5 autres qui enchaînent et qu'il y ait Trump qui dise tout le marché américain avant les États-Unis était anti-crypto quasiment. Avec soit il y avait des scandales genre FTX, soit il y avait des législations genre la SEC qui attaquaient tout le monde, qui attaquaient Stellar ou qui attaquaient XRP. Et maintenant, on a Trump qui dit si votre projet est basé aux États-Unis, il n'y aura pas de taxe sur les gains de votre crypto. Quiconque détient, n'importe quel Américain qui détient votre crypto n'aura aucun capital gains tax. C'est un truc complètement énorme, ça. Donc, il n'y a jamais eu un alignement des astres aussi significatif pour avoir une marée, comment on appelle ça, les hypermarées, là, les grandes marées, là, quand on a un alignement des astres, bah, il n'y a jamais eu un tel alignement pour les cryptos, c'est certain. Ben, merci à tous les deux de nous avoir éclairés. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. J'invite nos lecteurs à télécharger le rapport que vous avez rédigé sur les investissements à privilégier en 2025. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.